pouvez vous installer confortablement. Ça va être bien. Ça va être très bien même. Écoute le podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'obsolescence programmée, d'éco-citoyenneté et d'économie circulaire. Pour réunir tout cela, un label, le label Long Time. Avec nous aujourd'hui, sa créatrice Elsa Lomont. Comment allez-vous, Elsa ? Bonjour à tous, ça va très bien, je vous remercie. Alors, co-créatrice, si je dois rectifier, du label. Co-créatrice, pas de souci. Ouais, avec Florent. Avec Florent, donc votre acolyte sur ce projet. Également avec moi à la présentation, Corentin. Comment vas-tu ? Ben, ça va très bien, très heureux d'être là aujourd'hui. Merci Elsa d'avoir accepté notre invitation. Du coup, au cours de cet épisode, nous aborderons donc la création de la société Etikis et du label Long Time. Puis nous regarderons les questions que nous avons reçues cette semaine sur Instagram au sujet de cet épisode, avant de conclure par les traditionnelles recommandations. Pour vous présenter rapidement Elsa, vous êtes diplômée d'une école de commerce de Marseille. Vous créez cette société, donc Etikis, en 2018, puis son label Long Time en 2019. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu votre parcours en amont de la création de cette société ? Oui, alors je suis donc originaire de Toulouse, où j'ai fait mes études jusqu'au bac, et puis je suis partie donc sur l'île faire une prépa aux écoles de commerce, et j'ai donc intégré Euromed Marseille à l'époque, qui est aujourd'hui appelé Cage. Donc c'était un parcours assez généraliste, je savais pas trop ce que je voulais faire à l'époque. En école de commerce, le bon point, c'est que c'est assez large, mais je me retrouvais pas complètement dans les postes auxquels on était prédestinés. Mon parcours, disons que j'ai profité d'être étudiante pour voyager un petit peu en Europe et vivre un petit peu sur Madrid, Amsterdam, Dublin, Vilnius également. Et je suis revenue, j'avais 24 ans sur Toulouse pour monter ma première société qui était donc rien à voir dans le monde du paintball. Donc on avait créé un exutoire pour personnes que nous sommes. Voilà, donc une première, je pense que j'avais ce profil d'entrepreneuse, en tout cas la volonté de monter des projets. Et cette première aventure s'est arrêtée en 2016, et en 2017, la rencontre avec Florent Preguesuelo, donc cofondateur du label Long Time, qui nous a menés jusqu'à cette superbe aventure. Sur votre site, on peut lire Etikis développe des outils et des solutions pensés par des citoyens pour des citoyens en regard des problématiques environnementales et sociales de notre temps. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qui vous a motivé, vous et Florent, à créer cette société du coup ? Je crois que ce qui nous a réunis dès le départ, c'est la volonté en tant que citoyen lambda de faire notre part et d'effectivement créer des outils pragmatiques. Alors, j'explique un petit peu l'approche, c'est de dire on est conscient de l'état de notre planète, de là où on va. Enfin, là, les études du GIEC et tout ça sont assez alarmantes pour se dire qu'il faut faire bouger les choses. Bien sûr. Ouais. Et on s'est dit, pourquoi pas, donc là, en l'occurrence, avec le label Long Time, pourquoi ne pas réutiliser les codes qu'il existe dans l'alimentaire ? Donc, en tant que consommateur lambda, on sait qu'on a quand même un pouvoir avec notre carte bleue. Finalement, c'est comme un bulletin de vote. On a le droit de plébisciter des produits. Enfin, on a le choix de plébisciter des produits et donc des pratiques derrière. Et on avait cette envie d'offrir aux consommateurs que nous sommes un outil concret pour mieux choisir nos produits manufacturés. D'accord. Du coup, vous avez créé cette société pour créer le label Long Time ? Voilà, en fait, ça part d'un projet de dire, OK, pourquoi il n'existerait pas le label rouge de l'électroménager finalement, ou le label bio, ou peu importe. Et on s'est dit, on va le créer. Enfin, alors il y a tout un processus derrière, on y reviendra certainement. Et donc c'est pour porter le label Long Time, ce premier projet, qu'on a créé la société Etikis. Initialement, c'était une association. Donc en 2017, on se crée en association pour, on va dire, débroussailler le sujet et avoir quand même un statut, une personne morale derrière pour pouvoir se présenter, tout simplement. Et donc on a créé Etikis en ce sens-là pour porter le label Long Time, et qui sait demain pour créer d'autres outils, pas forcément des labels, mais d'autres outils comme ça qui vont dans le même sens. Ok, justement, vous parliez un peu de la formation. Comment vous avez fait pour
pour monter Etikis, vous connaissiez déjà avec donc votre paintball avant. Comment ça s'est passé après? Est-ce que vous avez fait appel à des projets de financement? Comment la société s'est montée en elle-même? Bah alors tout part dans une entreprise, quelle qu'elle soit. Effectivement, bon, il faut une idée. Une fois qu'il y a une idée, faut étudier et faire. Alors ça, je l'ai appris en école, hein, mais faire un business plan, hein, étudier un petit peu tout l'écosystème, voir la viabilité économique aussi du projet, voir comment on rentre de l'argent, quelles vont être les dépenses, quels sont les objectifs, quel est notre écosystème réglementaire. Euh, Quel est notre écosystème économique aussi. Il y a beaucoup de travail en amont, du coup, Ouais, pour il y a étudier le process. tout à fait un gros travail. Bon, déjà sur la création d'un label, je vous cache pas que initialement, on est parti. C'était un projet très ambitieux puisque les labels sont essentiellement créés et portés soit par les pouvoirs publics, soit par des grosses fédérations, soit par des gros acteurs économiques. Là, on vient de la société civile, donc il y avait déjà cette première barrière, si je puis dire. Donc, il y a eu déjà initialement une grosse documentation. On n'allait pas créer un label qui n'avait pas raison d'être. Imaginons, on serait tombé sur ce même projet en Belgique, en Allemagne ou en Espagne, on n'aurait peut-être pas souhaité faire un doublon. D'accord. Donc, l'idée, ça a été de voir déjà s'il y avait besoin vraiment de ce nouveau label, s'il n'y avait pas de projet en cours, et si le marché était prêt, quoi. C'est-à-dire que si les consommateurs en avaient vraiment l'attente, si les fabricants, puisque c'est quand même nos clients, en avaient le besoin aussi, et si plus largement tout l'écosystème était ouvert à ce type d'initiative. Donc il y a une grosse documentation initiale et ce qui fait la force de notre projet et toute sa création aussi, ça repose sur la consultation des parties prenantes. Donc on a fait pendant 2 ans, de 2017 à 2019, on a vraiment consulté très largement tout un tas d'acteurs et tout l'écosystème en tout cas de la durabilité des produits. Ok. Ouais, très bien. Mais on reviendra un petit peu plus tard sur le label, ses objectifs, comment ça fonctionne, etc. Et au niveau de la société, actuellement, comment est-ce qu'elle est constituée? Vous avez un nombre de salariés, des alternants, il me semble également. Comment vous fonctionnez en interne? Ouais, alors exactement. Etikis en tant que tel, donc c'est après être une association, c'est devenu une coopérative. On a adhéré au mouvement des SCOP qu'on appelle, donc qui sont les sociétés coopératives et participatives. Ce sont des sociétés comme les autres avec des valeurs en plus. Donc, ce qui caractérise vraiment la SCOP, c'est l'approche de gouvernance partagée. Donc, où vraiment la SCOP appartient à ses salariés, hein, à la différence des grosses sociétés où il y a un gros actionnariat extérieur. Donc là, ça appartient à ses salariés. Il y a une recherche d'intérêt général. Donc évidemment qu'il faut qu'il y ait un modèle économique qui soit viable, mais il y a avant tout une recherche d'intérêt général. Donc là, en l'occurrence, on est vraiment axé sur la transition écologique. Et il y a gouvernance partagée, je l'ai dit, et lucrativité limitée, c'est-à-dire que il y a une espèce d'équité, ne serait-ce que sur l'échelle salariale, sur l'implication de chaque collaborateur. Donc nous, on a fait appel on a mis un petit peu de fonds personnels dans la structure. Ouais. Pour créer son capital. Et puis derrière, on est allé chercher du financement participatif. Donc toutes ces phases-là, qui sont de présenter le projet face à des investisseurs, quels qu'ils soient, là en l'occurrence participatifs, ça a été c'est de convaincre et ça permet de confronter aussi son projet face à des personnes diverses et variées qui ont une expérience certaine dans d'autres industries et qui permet un peu de se challenger et d'évaluer la véracité de notre idée et de notre projet. Bien sûr. Et c'est vraiment une phase qui est hyper constructive. Voilà. Ok, merci. Et donc oui, aujourd'hui, pardon pour compléter, aujourd'hui nous sommes que 3, mais en pleine phase de recrutement. Donc, on est les 2 cofondateurs. On a un alternant aussi sur toute la partie commerciale. Et on recherche actuellement un 3e pilier fort, donc quelqu'un qui a un peu d'expérience sur tout ce qui est toutes les notions d'affaires publiques et plus largement sur le volet international, puisqu'on a vocation à exporter notre solution. Okay. Et on recherche également un autre étudiant alternant dernière année
sur toute la partie ingénierie, technique et qualité, quoi. Ok, bah, le message est passé. En tout Le cas. message est passé, voilà. On peut voir aussi sur votre site, vous marquez nous privilégions la collaboration sans a priori à condition que la conscience écologique soit derrière chaque pas. Ouais. Comment justement l'intégrer cette notion de conscience écologique dans votre façon de travailler, peut-être dans le choix des partenaires, des entreprises qui vont travailler avec vous? Comment intégrer cette notion? Alors, quand on parle de collaboration sans a priori, c'est que voilà, on n'est pas militant au sens les industriels, c'est les mauvais, et on défend la cause citoyenne. En fait, on part du principe que de rassembler toutes les bonnes volontés, ça nous permet d'aller plus loin. Voilà. Et la conscience écologique, effectivement, on fait attention aux partenaires avec qui on travaille. On essaye de favoriser déjà les entreprises locales, donc locales au niveau occitan, mais bon, plus largement au niveau France. On essaye qu'il y ait une cohérence, en fait, dans c'est bête, hein, mais dans le choix de notre banque aussi. D'accord. Donc nous, on s'est affilié à une banque qui se dit la banque éthique, la NEF en l'occurrence, qui porte des valeurs. Voilà, on essaye de mettre de la cohérence dans notre travail. Si on fait appel à des imprimeurs, on s'assure que ce soit des imprimeurs qui favorisent des encres écologiques. C'est vraiment des choses, c'est de la cohérence. Ouais, c'est vraiment une intégrité qui fait votre identité, quoi. Tout à Au fait. final. Tout à fait. Ben merci pour tout ça. On va donc passer maintenant à la plus grosse partie, je pense, de cet épisode. Donc, on va se concentrer sur le label Long Time en lui-même. Ouais. Donc, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, un espèce d'équivalent, par exemple, au Nutri-Score ou au label rouge. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu plus comment ça fonctionne et sur quels critères il s'appuie, en fait? Complètement. Donc, Long Time, alors, a priori, son nom en dit déjà assez long, si je puis faire des jeux de mots. Donc, Long Time, c'est vraiment, on le présente comme le premier label européen des produits conçus pour durer. L'idée, c'est vraiment d'informer le consommateur sur la durabilité au sens longévité des produits manufacturés. Derrière produits manufacturés, on parle d'électroménager, petits et gros, de l'outillage, de tout ce qui est mobilité urbaine, du mobilier. Bref, il y a très peu de limites à l'application du label Long Time. Ça, c'est un choix dès le départ de se dire il faut qu'on crée une référence pour une très large gamme de produits pour que finalement ça apporte une information simple aux consommateurs. Donc, ça identifie des produits qui répondent donc à 41 critères. On peut les retrouver tous sur votre site en détail, il me semble. Exactement, tout est transparent. Hein. C'est ça aussi, c'est vraiment une recherche que l'on a eue, que la plus grande transparence. Donc, vous pouvez lire les critères. Donc, il y a pour le schématiser, il y a 3 gros piliers de critères. Première série de critères, ça repose sur la conception du produit. On vient regarder que tout a été mis en œuvre par le fabricant dès la phase de la conception pour assurer la robustesse et la fiabilité du produit, pour que finalement la première panne arrive le plus tard possible. Donc ça, c'est toute une série de critères qui nous permettent de venir valider ça. Deuxième série de critères, repose sur la réparabilité des produits. Il faut qu'en cas de panne ou de casse, l'utilisateur ait une solution qui soit facile, économiquement viable pour réparer son produit. Donc finalement, qu'il soit encouragé à le réparer et non pas à le renouveler. D'accord. Et la troisième série de critères repose sur tout ce qui est support technique. Alors, ça regroupe, vous savez, tout ce qui est information pour bien entretenir son produit. Quand on sait que 50% des pannes sont dues à une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien, on se dit qu'il y a un enjeu là-dessus. Et donc, c'est de la responsabilité aussi du fabricant de mettre à disposition toute l'information et que cette information, ce soit pas des petites pattes de mouche écrites sur une notice, quoi. Aujourd'hui, il y a des tutos en ligne, il peut y avoir des infographies, quelque chose qui soit là aussi hyper accessible, user-friendly, quoi. D'accord. Donc voilà, ça ce sont les grands piliers de critères. Comment ça fonctionne? Donc le mécanisme dans le label, donc ça informe, là j'en ai largement parlé, ça informe le consommateur en rayon pour faire un choix, pour choisir son produit, et ça valorise de l'autre côté les fabricants qui ont des pratiques vertueuses. Donc c'est vraiment ce mécanisme qui permet de faire cet effet levier et que finalement, en favorisant des produits qui sont conçus pour durer, on incite et on encourage tous les fabricants à rentrer dans ces pratiques-là.
Et finalement, à se dire, si le voisin, il vend mieux parce qu'il est long time, on a tout intérêt aussi à rentrer dans ce type de démarche, à peut-être changer un petit peu la manière de faire et voilà, et à entrer dans ce qu'on appelle la consommation et une production plus responsable. Oui, ces critères, comment vous les avez ciblés, ces critères? Donc, il y en a beaucoup, vous en avez cité, donc il y en a 41 sur 3 gros piliers. Comment ont-ils été ciblés? Est-ce que vous avez fait appel à des ingénieurs, des particuliers? C'est là où je vous disais, ça a été le gros stade de consultation. On est parti d'une page blanche et on a dit, OK, Florent, Elsa, en tant que consommateur, qu'est-ce que nous déjà, on poserait, quelles seraient nos attentes d'un produit conçu pour durer? Donc, ça a commencé vraiment très basiquement à poser quelques exigences comme ça. Puis, on s'est dit, OK, il y a des enjeux de réparabilité. Donc, on va aller voir des réparateurs et leur demander aussi qu'est-ce qui freine aujourd'hui, qu'est-ce qui freine leur travail. D'accord. Donc là, on s'est rendu compte que il y avait des problématiques au niveau de l'accès, de la disponibilité des pièces détachées. C'est sûr que si je dois remplacer une pièce et qu'elle n'est pas disponible, je suis bloqué, je peux pas réparer. Donc la disponibilité des pièces détachées, le coût des pièces détachées, que souvent ils n'avaient pas accès à la documentation. Donc, ils pouvaient pas savoir s'ils étaient pas forcément agréés par la marque. Ils pouvaient pas savoir comment ne serait-ce même ouvrir le produit, parce qu'il y a des produits qui sont indémontables. Donc, à partir du moment où on peut pas les démonter, on peut pas les réparer. Donc, c'est beaucoup de critères, c'est beaucoup de bon sens, hein. Donc, il y a eu toute cette consultation auprès des réparateurs. Puis, on est allé voir aussi les fabricants. On s'est concentré sur des fabricants qui nous paraissaient vertueux et de voir qu'est-ce qu'ils mettaient en place en interne pour fiabiliser et améliorer toujours plus leurs produits. Donc, on s'est imprégné finalement de toutes ces bonnes pratiques et on est parti du principe de dire si lui est capable de le faire, alors qui veut peut le faire. Et c'est là-dessus qu'on est un peu venu poser nos exigences, quoi. Après, il y a eu toute une partie documentaire aussi. Alors, faut savoir que l'obsolescence programmée, hein, comme on en parle souvent, c'est une thématique qui est quand même assez documentée depuis les années 2015, je dirais. Donc, on a pu s'appuyer sur des études de l'ADEME, sur des études aussi européennes. Et ces études-là montraient aussi les limites, les enjeux. Et voilà, on est allé décortiquer un petit peu tout ça et on est venu le transcrire en critères, en exigences. Ça a été la première étape. Puis après, on s'est dit, et ça fait partie de Long Time, il faut savoir que c'est pas nous, Etikis, qui réalisons le contrôle chez le fabricant. D'accord. Donc là, on a eu le souhait que ce soit une partie indépendante, tierce partie, qui réalise les contrôles. Et là, on s'est tout simplement et tout naturellement dirigé vers des organismes de contrôle dont c'est le métier. Et on est allé les consulter pour leur soumettre aussi nos exigences et transformer ça en critères et transformer ça en grille d'évaluation qui pouvait derrière nous permettre de se décréter label, quoi. Ok. Justement, vous nous parlez d'obsolescence programmée. Ça, c'est un terme, donc effectivement, on commence à en parler de plus en plus, à en entendre beaucoup plus parler. Et vous parlez aussi dans votre site d'obsolescence organisée ou accélérée. Qu'est-ce que c'est un petit peu la différence qu'il peut y avoir entre l'obsolescence programmée et l'obsolescence organisée? Disons que l'obsolescence programmée fait partie de l'obsolescence organisée. Et en fait, on n'aime pas trop ce terme de programmée parce que ça met dans la conscience collective que, vous savez, il y a une petite puce qui est programmée pour signer la fin de vie de l'appareil. Et ça, en fait, c'est des pratiques qui sont très très peu, très marginales en fait. Ça n'existe pas beaucoup. Par contre, qu'un fabricant mette pas à disposition les pièces détachées, finalement, ça c'est une organisation qui fait que l'obsolescence arrive. Et vraiment, ça aussi, ça a été le fruit de nos échanges, notamment avec les réparateurs, c'est que de parler d'obsolescence programmée, ça fait un peu le truc complotiste et on aurait tendance, après, en tant que consommateur, à se dire, mon produit tombe en panne, c'est l'obsolescence programmée, j'y peux rien, je le mets à la poubelle. D'accord. Vous voyez, ça a ce côté un peu contre-productif. Donc, on préfère parler d'obsolescence organisée, qui fait appel à plus de notions. Qui fait aussi qu'on peut avoir un rôle à jouer là-dedans, quoi, soi-même. Mais complètement, en fait. Et c'est là aussi où on dit la responsabilité, elle vient de chacun parce que, vous voyez, on parle il y a différents types d'obsolescence. Alors, sans rentrer dans le détail de tout ça, mais il y a ce qu'on appelle l'obsolescence esthétique aussi. Nous, en tant que consommateurs, mon produit marche encore, mais je veux le changer. Donc ça, c'est bien. Les motivations, elles sont pas
elles viennent pas de l'appareil, en l'occurrence, et d'une Ouais. défaillance de l'appareil. Elles viennent bien de ce désir de renouvellement pour X ou Y motivation. Ok. Donc voilà, il y a des obsolescences techniques. Quand un OS d'un smartphone ralentit l'utilisation, bon, mais là, on est poussé à renouveler. Pourtant, le produit, il marche encore. Donc, il y a différents types d'obsolescence et c'est tout ça que l'on regroupe sous obsolescence organisée Ok. et dont les responsabilités sont effectivement partagées entre le consommateur et le fabricant. Évidemment. Ok. Du coup, ce que vous avez dit là, toute votre activité de veille et d'aller parler avec des réparateurs ou des fabricants, etc. C'est ce fait-là d'avoir discuté avec des citoyens et non pas justement avec aussi des professionnels, mais en tout cas en recueillant un retour client qui vous a permis d'affiner vos critères et d'arriver à ce que c'est aujourd'hui. Oui, je pense que c'est ça. C'est ce qui fait que ces citoyens, c'est que dans la définition des exigences, on fait quand même passer en premier le consommateur C'est ça, ouais. que nous sommes. Après, si vous voulez, on n'est pas, on reste pragmatique et on va pas demander l'impossible à un fabricant. On préfère se dire aujourd'hui, pour être clair, hein, dès le départ, nous dans ce label, on voulait mettre des critères sociaux, on voulait être un super label. Bon, on s'est rendu compte que c'est là aussi, ça peut être contre-productif parce que déjà il y a des critères qu'il est difficile de contrôler. Donc, si on peut pas le contrôler, Ça sert à rien, ouais. c'est problématique, voilà. Et puis, de vouloir rassembler trop d'exigences, finalement, ça peut perdre aussi derrière le consommateur. C'est pour ça qu'on s'est vraiment focalisé sur la durée de vie du produit. Ok. On ne dit pas que les produits labellisés long time sont les plus performants du marché. Mais là, les caractéristiques de performance peuvent Elles sont informer vérifiées déjà en tout cas, ouais. Exactement. Donc, c'est ça qui fait que l'on est citoyen. Je pense c'est que en termes d'arbitrage, on va quand même toujours favoriser le volet citoyen, le volet Le consommateur. consommateur, ouais. Ok. Ouais. Du coup, donc vous avez créé ce label. Comment vous avez fait pour le faire reconnaître à l'échelle européenne? Alors, à l'échelle européenne, bon, on est en train, D'accord, c'est en l'objectif. cours. C'est en cours. Ce qu'il y a, c'est qu'on est pour l'instant, on va dire, dans l'ombre, bien identifié, que ce soit par la Commission européenne, par des travaux des centres de recherche européens, par d'autres écolabels européens. On a pu jusque-là présenter la démarche et obtenir des feedbacks qui sont assez encourageants puisque la méthodologie aujourd'hui, elle fait ses preuves, elle est pertinente et en tout cas c'est tous les retours que l'on en a. Maintenant il reste du chemin. Hein. Vous l'avez dit, le label il est opérationnel depuis 2019, donc ça fait à peine 2 ans hein, puisque c'était fin 2019. Donc aujourd'hui, on a un peu plus d'une trentaine de produits au catalogue. On en apprend tous les jours. Hein. Chaque nouveau dossier nous confronte à de nouvelles problématiques et on avance. Hein. On est vraiment dans une construction agile et proactive. Donc voilà. Et ce qui va faire qu'on sera reconnu à échelle européenne, ça sera de là commencer à pénétrer des marchés. En Italie, on a commencé, mais là on va s'attaquer à l'Allemagne, à l'Angleterre, aux pays nordiques. Donc on y va progressivement aussi. Après, à chaque marché, sa spécificité, sa maturité, son écosystème. Donc voilà, c'est énormément d'efforts. En tout cas, on est motivé pour faire ça parce qu'on se dit que aujourd'hui, c'est cette thématique d'obsolescence et plus largement de consommation responsable, elle touche tout le monde, elle concerne tout le monde. Et c'est pas que les consommateurs français qui feront changer les choses. Donc il y a besoin en tout cas d'étendre ça et d'exporter la solution. D'accord. Mais du coup, j'ai une question par rapport à cette exportation. Quand vous labellisez, par exemple, un four d'une marque, si Ouais. cette marque, elle vend le même four en Italie, vous ne pouvez pas appliquer le label? Si, Ah, complètement. d'accord. Alors Donc, si juste, aujourd'hui on a ok. Ouais, il y a plusieurs labellisés, franchement presque même une majorité, j'ai envie de dire, qui commercialisent à l'étranger et qui utilisent le label long time à l'étranger. Alors D'accord. aujourd'hui, sur le site, il est traduit en plusieurs langues pour que effectivement ce soit compréhensible pour le consommateur où qu'il soit, puisque les garanties sont les mêmes. Hein, Oui, ok. voilà, le produit, il est long time ou il l'est pas. Donc, qu'il soit vendu en France ou en Italie ou en Allemagne, c'est la même chose.
Après, quand on parle de pénétration de marché, c'est vraiment être en capacité à réaliser des audits sur les marchés cibles, à créer des partenariats avec tout l'écosystème. On est amené à travailler aussi avec les distributeurs qui sont on va dire en interface directe avec les consommateurs. On est amené à travailler avec l'écosystème aussi réglementaire et législatif sur chaque pays. Donc voilà, c'est vraiment investir le marché globalement. Mais d'ores et déjà, plusieurs de nos clients utilisent le label à l'étranger et on a d'ailleurs d'excellents retours. Voyez-vous, en Nouvelle-Zélande, on Ah a oui. un client qui nous a appelé, Santos, qui fait du matériel professionnel et qui nous a dit on a diffusé une newsletter pour informer tous nos clients qu'on était labellisé Long Time et on a eu d'excellents retours sur aux quatre coins du monde. Et justement, comment inciter les gens à prêter attention un peu à ce type de label? Est-ce que ça passe par une communication, par vous-même, par vos clients, comment voilà, les gens vous les emmenez vers le label justement pour consommer de cette façon? C'est un travail d'équipe. Alors nous, évidemment, on met en place ce que l'on peut aujourd'hui à notre échelle et avec nos moyens, une communication. Alors là, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur tout ce qui est référencement naturel sur le web, puisqu'on n'est pas encore en mesure de faire des grosses opérations de 4x3 ou pire des spots publicitaires à la télé ou sur Internet. Donc mais ça viendra. Mais là aujourd'hui c'est un travail d'équipe. On essaye comme je vous disais, de travailler avec les réseaux de distribution, élaborer des outils de communication qui soient compréhensibles et le plus impactant possible pour que chacun puisse se saisir du label. Bon, bien évidemment, ça passe par un étiquetage sur les produits. On a mis en place aussi, notamment avec Whirlpool, une étiquette avec un QR code. Donc là où, en tant que consommateur, on peut scanner, on sait tous maintenant très bien le faire, on peut scanner en rayon et voir un petit peu quelles sont les garanties du label Long Time, en savoir un peu plus, comment c'est fait, avoir accès aux critères. Donc voilà, ça se fait au fur et à mesure. Avec toute la difficulté de faire la communication d'un label, c'est que pour communiquer sur un label, il faut des produits labellisés. Et pour qu'on ait des produits labellisés, il faut que le label soit connu sur le marché. Donc voilà, on est obligé d'avancer petit à petit, quoi. En fait. Ouais. Et on grandit à chaque fois qu'on a de nouveaux produits labellisés. C'est ça. Après, vous avez aussi en tête que ça fera sûrement un effet boule de neige. Et du coup, à partir d'un moment où il y aura de plus en plus de produits, de plus en plus de marques voudront s'y affilier, quoi. Mais c'est tout à fait ça. Et on le voit déjà, en fait, dès qu'on labellise sur un secteur où, bizarrement, on reçoit pas mal de demandes de rendez-vous, soit de concurrents, soit de produits complémentaires, quoi. Donc oui, il y a cet effet boule de neige. On reste un outil volontaire. C'est un label volontaire, donc c'est bien le fabricant qui a la volonté de rentrer dans cette démarche-là. Je dis souvent, Olivier, notre collaborateur là sur la partie commerciale, on ne vendra jamais le label de force. On ne peut aujourd'hui que répandre l'information, donc le proposer et en tout cas interpeller les fabricants sur le label et les challenger en leur disant voilà, si vous vous retrouvez dans cette démarche, rejoignez-nous, quoi. Concernant justement la gestion personnelle du label, quels sont désormais vos objectifs vis-à-vis donc des Tikis et aussi du label et vos différentes attentes? On parlait donc du niveau européen, vous nous avez parlé déjà un petit peu en Nouvelle-Zélande avec cette newsletter. Est-ce que c'est une reconnaissance qui va continuer de grandir? Quels sont vos différents objectifs et attentes maintenant pour ce label? Alors notre objectif premier, c'est de labelliser toujours plus de produits, pour étoffer le catalogue, pour pouvoir communiquer et puis que chacun en tant que consommateur, j'ai envie d'acheter un produit, je sais que je peux me rendre sur le catalogue du label Long Time et que je vais trouver un produit qui répond à ces caractéristiques-là. Donc ça, je dirais que c'est l'objectif numéro 1. Objectif numéro 2, on s'est rendu compte en fait, surtout la dernière année, c'est que beaucoup d'acteurs, donc essentiellement fabricants, mais aussi distributeurs et aussi collectivités, s'intéressent sur cette thématique de la durabilité des produits. Alors, en France, on est un peu pionnier en la matière parce que dans le cadre de la loi AGEC, de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, il y a un indice de réparabilité qui a été mis en place et qui est obligatoire pour 5 familles de produits aujourd'hui. Okay. Et donc, ça a mis un peu la puce à l'oreille à tous les fabricants. Et on a beaucoup de fabricants qui veulent comprendre les mécanismes de durabilité des produits. Et en fait, on a lancé d'ailleurs un service d'accompagnement et de formation
pour un petit peu aussi s'appuyer sur l'expertise que l'on a aujourd'hui et pouvoir l'essaimer, quoi, pouvoir Diffuser, quoi. diffuser, ouais, partager et donner les moyens à chacun d'introduire ces mécanismes-là en entreprise. Même s'ils sont pas aujourd'hui prêts à obtenir le label Long Time, au moins leur donner les moyens d'aller vers cette amélioration des pratiques internes. Donc moi je dirais qu'un objectif aujourd'hui aussi c'est de diffuser le plus largement possible cette formation de manière à ce que chacun soit conscient des enjeux et des enjeux qu'il y a écologiques évidents, mais de tous les enjeux aussi économiques qu'il y a derrière ça et de pouvoir finalement répondre aux attentes des consommateurs, parce que là toutes les études convergent. Il y a une attente concrète Ouais, du il y a un marché, consommateur quoi. Ouais. qui veut mieux consommer en fait et qui a Bien sûr. conscience de l'impact de ses achats. Et je pense que la génération future encore plus. Et c'est là où il faut y aller maintenant, quoi. Il faut en prendre conscience maintenant et l'intégrer dès aujourd'hui dans la commande publique, chez les distributeurs, partout en fait. Du coup, vis-à-vis de ces objectifs, est-ce que vous avez des objectifs datés? Par exemple, X produits fin 2022 ou des choses comme ça? Ou est-ce que vous naviguez plutôt au fil du temps, quoi? Non, bah alors on se pose forcément des objectifs. Après, on peut se poser des objectifs. Là, concrètement, à atteindre, s'il y a un chiffre fort qui serait d'atteindre une centaine de Une produits, centaine. Tous les chiffres ronds, voilà, ça marque, quoi. voilà, une centaine de produits. Donc ça, c'est pour le catalogue. Après, économiquement parlant, c'est d'atteindre le point mort parce qu'aujourd'hui, on n'est pas encore à l'équilibre. Donc, Ok. on peut poursuivre parce qu'on est aidé aussi, parce qu'on obtient de l'aide en subvention de la région Occitanie. Donc voilà, c'est d'atteindre aussi l'équilibre pour être C'est rentable, quoi, tout simplement. ouais, pour être rentable, pour embaucher, pour pouvoir vivre décemment de notre travail aussi. Et donc c'est les objectifs, ils sont là. Déjà une centaine de produits là d'ici un an et demi, ça serait un beau boulot, quoi. On vous le souhaite, en tout cas. On nous le souhaite à tous, même, j'ai envie de dire. On va parler du retour client aussi. Comment vous l'intégrez dans votre démarche? Est-ce que voilà, les avis, vous avez quand même pas mal de retours? Comment ils y sont présents? Alors on est en consultation permanente, c'est-à-dire que le label tel qu'il existe aujourd'hui et les critères ne sont pas figés. On est d'ailleurs en train de D'accord. travailler sur une V2 qui devrait sortir dans le courant de 2022, où voilà, on vient améliorer aussi et monter, si on peut, certaines exigences. On n'est pas à l'abri de rajouter des critères hein, d'ici quelques années pour coller au plus juste au marché. Alors il y a une chose dont j'ai pas parlé, alors sans rentrer trop dans la technique, mais c'est quand même intéressant de le savoir, c'est que on a 41 critères qui sont transverses à l'intégralité des familles produits, et pour chaque famille produit, on fait des études internes spécifiques où on vient étudier la spécificité d'une machine à laver et qu'est-ce qui fait qu'une machine à laver peut être durable ou au contraire jetable. Vous voyez, donc on vient décortiquer chaque famille de produits pour poser des seuils qui soient cohérents. Là où on va demander 10 ou 15 ans de disponibilité de pièces détachées pour une machine à laver en l'occurrence, ça sera pas 10 ou 15 ans pour un smartphone. Aujourd'hui, ça serait un non-sens écologique que de demander à un fabricant de smartphone de stocker 15 ans de disponibilité de pièces détachées, alors qu'aucun des consommateurs va garder son smartphone 10 ans. Vous voyez? Donc c'est là où on se doit d'être très juste dans la manière dont on travaille. Donc ça, c'est un travail technique continu. Et donc tout ça pour dire qu'on intègre aussi les retours des consommateurs et des réparateurs et des fabricants de manière continue dans le développement du label. Plus largement, on se nourrit des retours des consommateurs. On reçoit pas mal de mails, voilà, spontanés. C'est génial ce que vous faites, donc c'est hyper encourageant. Hein. Et voilà. Bien Et sûr. puis il y en a qui nous challengent aussi sur certains points et qu'on étudie tous avec énormément d'attention. Ça vous est déjà arrivé d'avoir un retour j'ai acheté ce produit long time, pourtant et il a pas répondu à mes attentes? Non, pas encore. Je pense qu'on est encore un peu jeune hein, là-dessus, tout comme on n'a pas encore de mesure d'impact. Alors on sait comment on va le mesurer. Bon là, il nous faut du temps. Il nous faut du temps et des produits, toujours pareil. Hein, tout comme Oui. donc sur le volet conso, c'est vrai qu'on n'a pas encore, on voit pas encore l'impact.
que ça peut avoir. Sur le côté pro, pareil, hein, on ne sait pas encore, ne serait-ce qu'au niveau du pourcentage de ventes supplémentaires, l'impact qu'a le label, mais ça va venir. Et là, c'est une histoire de mois, puisqu'il y a quand même certains labellisés là qui ont plus de 2 ans de retour, et du coup, on va commencer à pouvoir chiffrer un petit peu l'impact que l'on a, quoi. En ce qui concerne la communication, comment on communique quand on a un label? On pense notamment peut-être aux réseaux sociaux, etc. Comment ça se passe pour vous? Ouais, alors bon, les réseaux sociaux, c'est pas ma grande tasse de thé personnellement, donc on le fait hein, parce qu'il faut le faire. Non, nous, ce qui marche le mieux aujourd'hui, c'est vraiment tout ce qui est communication presse. Donc on fait des opérations presse assez régulières, et franchement, on a eu d'excellents retours. Hein. On a eu de belles parutions dans des gros quotidiens, que ce soit de la presse écrite, de la télé ou de la radio. Donc là, aujourd'hui, c'est notre principal, on va dire, outil de communication grande échelle, quoi. Et après, je vous disais, on travaille beaucoup sur le référencement. L'idée, c'est qu'on puisse naturellement remonter dès lors que quelqu'un cherche un poêle à granulés fiable, réparable, ben qu'on puisse proposer, qu'on puisse être identifié comme comme une source d'information avérée, quoi. On en est là pour l'instant, mais ça va grandir. Eh bien, écoutez, je crois on a terminé sur le plan, en tout cas, qu'on s'était fixé pour cet épisode en termes de questions, mais c'est là que nos auditeurs et auditrices sont intervenus pour nous poser des questions, voilà, qui sortent un peu de tout ça. Une des premières questions, tout simplement, comment êtes-vous rémunéré? Alors, le modèle économique, il repose, c'est à peu près le même modèle pour tous les labels. Donc, nos clients directs, ce sont les fabricants, d'accord, Oui, qui versent des redevances annuelles pour l'utilisation de la marque Longtime. Donc, marque Longtime, ok, qui est la propriété de la société coopérative Etikis. Voilà. Et ces redevances d'accord. sont proportionnelles en fonction de l'entreprise. Donc, si vous êtes une petite entreprise, ben, c'est une petite redevance, et pour les plus grosses entreprises, c'est une plus grosse redevance. Voilà. Ok, très bien. Prochaine question, c'est concerne les réactions de vos entourages à l'annonce de la création de cette société, de ce label. C'était un petit peu un lancement comme ça dans un totalement une nouvelle branche pour vous. Comment justement ça a été accueilli autour de vous? Voilà, est-ce qu'ils ont trouvé ça risqué au début? Est-ce qu'ils ont direct cru au projet en voyant le potentiel? Vous parlez de notre entourage proche en tant que personne, en tant que créateur Oui, d'entreprise? oui, voilà, oui. Bah, comment ils ont réagi? Bah, l'idée en tant que telle, à chaque fois qu'on en parle, Ça plaît. ça plaît en fait, parce on s'est tous retrouvés finalement face à un produit qui est tombé en panne, où on a été frustrés de devoir le jeter alors qu'on aurait pu le réparer, quoi. Ou tous, voilà, déçus d'un achat. Ah ben pourtant j'y avais mis le prix. Ben ouais, mais comme quoi le prix c'est pas révélateur de qualité. Donc je pense que ça a fait sens directement pour tout le monde. Après, ben comme j'ai envie de dire, c'est comme toute entreprise en fait. On prend un risque, hein, on se lance là-dedans. Ben c'est un risque, hein, ça peut faire un flop à un moment donné. Mais bon, alors bon, moi j'étais déjà entrepreneur, donc comment dire que ça n'a pas étonné mon entourage. Vous aviez un Mais peu d'expérience dans le domaine, quoi. voilà, après c'était pas gagné, hein, c'était Nouveau projet, ouais. un nouveau projet, un nouveau monde, mais voilà, il faudrait poser la question à Florent. Non, mais je pense honnêtement, on y est allé progressivement. C'est pour ça qu'on a commencé en association, qu'on avait un travail à côté, que c'était pas 100% de notre temps. On est venu un petit peu abattre au fur et à mesure les risques qu'il pouvait y avoir, et puis voilà, essayer de sécuriser au maximum et faire que ça fonctionne. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais on n'est pas encore à l'abri voilà, d'un échec. Mais ça, c'est le propre d'entreprendre, hein. Oui, c'est les risques, c'est clair. C'est les risques, voilà, c'est les risques. Après, voilà, c'est sûr que la place d'un entrepreneur, ben, on n'est pas, au début, on travaille beaucoup gratuit, puis après, on gagne un peu d'argent, mais c'est comme ça, ça fait partie C'est un investissement, du de toute façon. job. À côté de ça, c'est hyper enrichissant personnellement. Enfin, on est ultra motivé, on aime ce que l'on fait, voilà, C'est le principal. c'est le principal, exactement. C'est ce qui vous motive aussi, on imagine. Maintenant, en parlant du label, à quoi pourrait-il s'appliquer d'autre aujourd'hui? Est-ce on pourrait le voir arriver dans le secteur de l'automobile, dans le secteur vestimentaire, pourquoi pas? Alors, dans l'automobile, c'est
peu probable, parce que déjà, ce sont des systèmes complexes et que, bon, alors l'automobile a changé, hein, mais au tout début, parce que maintenant c'est beaucoup d'électronique, tout ça, machin, mais il y a quand même un système de casse, de réutilisation. Enfin, je veux dire, les voitures, on les voit, hein, maintenant, il y a du, comment on appelle ça? Les garanties de durée? Non, mais maintenant, on Non. transforme des vieilles voitures, on les passe en électrique. Ah oui, Le rétrofit, c'est ouais, ça, hein? sûrement. Je Bon connais bref, pas, mais mais ouais. pour dire que bon, c'est vraiment un marché et un secteur un peu annexe. Par contre, et vous l'avez cité, sur le secteur du textile, en fait, on a eu des fabricants et des marques qui sont venus nous voir et qui nous ont dit ah, on aimerait bien le label Long Time sur le textile. Aujourd'hui, c'est pas applicable, mais on a lancé une étude. Et donc, on est en pleine Ok. R&D pour développer un cahier des charges propre au secteur du textile. Donc, il est fort à parier que l'on puisse développer un long time pour nos vêtements. Après, il faudra voir. C'est un secteur sur lequel il y a déjà beaucoup de labels. Donc, pas sur la Ok. durabilité des vêtements, mais il y a beaucoup de labels sur le coton bio, sur les conditions de travail, et ainsi de suite. Mais je pense qu'il y aurait une place pour long time sur le marché du textile. En tout cas, c'est le secteur qui nous a envoyé ce signal-là Ok. et on l'a saisi. Ben, merci pour ce scoop sur, sur le podcast. Je vais terminer cette série de questions avec la question peut-être la plus dure à répondre qu'on a reçue. Ça sort un peu de tout ce domaine entrepreneurial. Donc la question est-il légitime d'avoir des enfants sachant le monde qu'on va leur laisser aujourd'hui? Ah ouais, ça c'est un autre. C'est la question philo, on en a un petit peu à chaque épisode. Bah, écoutez, alors bon, je sais pas si je vais être très objective. J'ai un fils en bas âge. Ah ben voilà, la Voilà, réponse est donnée. je pense que il faut penser aux générations futures. Je lisais récemment, mais j'ai pas les sources, que finalement la problématique elle est pas tant sur la surpopulation, hein. Je pense qu'elle est vraiment de la manière dont on saisit des choses. Et moi, mon rôle, c'est en tout cas, je vais œuvrer pour laisser aux générations futures tout ce que je peux pour que ce soit meilleur. Et je pense que chacun doit se saisir aussi de la part qu'il a à faire là aussi pour qu'on vive dans un monde meilleur. Alors bon, c'est des grands mots, hein, mais Bah, on a les c'est moyens. ce qui marche le mieux. Après, tout le monde le pense, mais c'est pas tout le monde qui va s'investir autant que vous le faites à travers votre entreprise, quoi. Ouais, bon après, mais chacun là aussi à son échelle. Alors bon, ça peut être comment dire. Bon, on rentre sur des terrains un peu qui appellent à la controverse, non, mais je pense que, enfin, honnêtement, il y a beaucoup de problématiques aujourd'hui. Je parlerai d'écologie, hein. Il y a beaucoup de problématiques, mais il y a beaucoup de solutions aussi qui existent. Donc maintenant, il faut, et j'ai pas là le mécanisme, hein, mais il faut vraiment que l'on bascule et que l'on se saisisse de toutes ces solutions vertueuses qu'il y a pour transformer le monde, pour changer de paradigme, pour sortir de là où on est et dans ce paradigme qui est ultra destructeur. Mais on a toutes les solutions pour reconstruire aussi. Et notre grande force, et la nature, et là beaucoup de documentaires le montrent, c'est que la nature a une force qui dépasse celle de l'homme. Et donc voilà. Bon, après, moi, je suis quelqu'un qui suis plutôt optimiste, hein, et je me dis, Ok. en tout cas, il faut essayer, quoi. Et je me dis pas aujourd'hui, il faut pas faire d'enfants par rapport à ça. Je ne le crois pas. Après, chacun est libre de dire ou non. Bien sûr, ouais. Voilà, je veux des enfants ou j'en veux pas. Enfin, franchement, Oui, c'est sûr. là, bien sûr, et c'est sur la conscience de chacun aussi, quoi. Mais moi, je me dis que là, je vais élever en tout cas mon enfant et essayer de lui inculquer toutes les valeurs que je peux pour faire de lui un petit être qui ne va pas détruire sa planète, mais au contraire qui va aider à la régénérer. Ok. Ben, merci beaucoup pour cette réponse franche, en tout cas. Ok, Et je pense que ça sera partagé par une partie de la jeunesse qui nous écoute. ok. Totalement. On en a fini avec les questions de nos auditeurs. On va passer à la dernière petite partie, une petite tradition que nous avons dans notre émission, qui est une partie recommandation. Donc là, c'est un peu plus personnel. Ça, on s'enlève du cadre de l'émission, c'est totalement à part. Ou justement, est-ce que vous avez une recommandation à nous faire, que ce soit un artiste, un livre, un film, un lieu, une exposition, peu importe, ce que vous voulez conseiller, quelque chose qui vous a plu, que vous avez vu il y a récemment. Est-ce que voilà, quelque chose vous vient? Ouais, j'ai fait simple. Là, je choisis ma dernière lecture.
donc qui était présente de Lorraine Bastide. Donc là, on change de sujet, on va parler de... La poudre. Ouais, la poudre, ouais, effectivement, alors que je connaissais peu en tant que podcast, mais voilà. Mais j'ai beaucoup aimé son bouquin Présente, que je trouve ultra nourri. Alors c'est militant, hein, tout le monde le décrit en tant que militant, mais je trouve que très intéressant la manière dont elle a de poser les faits. Et ça s'adresse à tout le monde en fait. C'est vraiment un bouquin qui mériterait d'être lu, ou du moins des extraits des faits marquants sur la place de la femme dans notre société. Donc moi, en tant que femme entrepreneur, forcément c'est des sujets auxquels je suis sensible, et je trouve que c'est important que chacun soit conscient aussi du positionnement qu'il y a là aujourd'hui sur ces sujets-là, et en tout cas de se documenter. J'ai trouvé ce bouquin ultra documenté, qui donne la parole. J'ai beaucoup aimé l'approche journalistique, de toute façon les journalistes de Lorraine Bastide, et c'est ma petite recommandation. Je trouve que c'est bien que chacun mette le nez là-dedans, parce que c'est très une approche très citoyenne, là aussi, très concrète en tout cas, de l'état de notre société au regard sur la place des femmes dans notre société. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour cette recommandation. Et puis pour les auditeurs, si vous avez aimé ce livre, vous pourrez écouter les podcasts de Lorraine Bastide, où elle interviewe aussi des femmes, et elle discute de tout ça. Ouais. Merci. Alors moi, ma recommandation, ça va être une série. Donc c'est une série Canal+, qui est assez âgée maintenant. Je crois que ça a commencé en 2015, mais je viens de me lancer dedans. C'est la série Le Bureau des légendes. Donc c'est une série d'espionnage assez réaliste, je pense, même si je suis pas espion. Et donc on retrouve Mathieu Kassovitz, Sarah Giraudot et Zineb Triki notamment dans la première saison. Et c'est vraiment haletant, c'est français. Et voilà, si vous aimez un peu les séries à suspense et action, ça vous plaira sans doute. Elle est très bien réputée. Et pour finir, ma petite recommandation, c'est un petit truc mignon que j'ai trouvé la dernière fois sur Instagram, un compte qui s'appelle Tactooncat. Donc si vous aimez les chats, c'est pour vous. C'est tout simplement des photos de chats qui sont assez drôles. Parce que les chats nous font rire. Et reprise en dessin, en cartoon, format cartoon. Et donc chaque publication, nous avons le dessin et après la photo. Donc on imagine le dessin, on se dit c'est pas possible, qu'est-ce que ce chat a fait? On voit la photo, on voit qui l'a fait réellement. Donc voilà, c'est assez rigolo, j'ai trouvé ça, les dessins sont beaux, format cartoon hyper bien fait. Donc voilà, c'est un petit compte Insta à aller sur pour regarder de temps en temps, petite chose mignon, ça fait pas de mal. Ok, merci. Donc on résume les recommandations. Tactooncat, Le Bureau des légendes, et Présente, le livre de Lorraine Bastide. Merci beaucoup, Elsa Lemonde, d'avoir participé à ce podcast. Merci Quentin, merci Corentin. Un grand merci à vous en tout cas d'être venu dans notre émission. On en a beaucoup appris, on espère que le label va continuer à rayonner, que les gens vont le retrouver. Donc si vous le voyez, n'hésitez pas à faire un retour aussi. Vous avez vu, les mails s'appelaient, vous pouvez les envoyer, faire un retour pour ça. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager comme d'habitude à tous vos amis. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes, également nous suivre sur Instagram @le_podcast. Et puis si vous nous écoutez via iPhone, vous pouvez laisser un petit commentaire sur l'application Apple Podcast, qui participera donc à la diffusion du podcast et qui nous fera très plaisir. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là, et à très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt.